Bonsoir à tous et bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Au programme ce soir, la reprise des championnats de national. On vous proposera le résumé de la rencontre de N2 entre Bergerac-Périgord et Blois, mais également le résumé du duel de N3 entre le Stade Bordelais et Blagnac. Notre invité de la semaine sera Philippe Ollier, l'entraîneur de l'US Lège Cap-Ferré qui est reparti victorieux de son long déplacement à Argelès. Et puis on reviendra sur le premier tour de la Coupe de France qui avait lieu ce week-end avec le résumé de la rencontre opposant l'ES Fronsadé à Montmoreau. LFNA TV numéro 105, c'est parti. Et on débute avec la 4e journée de Ligue 2 BKT et des destins bien différents pour les deux clubs de Nouvelle-Aquitaine. Les Girondins de Bordeaux se sont imposés face à Amiens sur le score de 2-0 grâce à des buts des deux nouvelles recrues, Vesbeck et Vipotnik. Zan Vipotnik, l'attaquant slovène, tout heureux d'inscrire son premier but officiel avec Bordeaux. On l'écoute au micro de Girondins TV. Yeah, it's a really important goal because we start scoring with this goal. And yeah, I'm more happy for the team win, but for striker, it's our job that we score. And yeah, in front of our fans, it's the best feeling to score. Yeah, I will do my best to show to show the stadium, the town that I can do, and I do like today. De son côté, le Pau Football Club a concédé une lourde défaite sur la pelouse de Guingamp sur le score de 4-0. On écoute l'entraîneur palois Nicolas Usaï, interrogé à l'issue de la rencontre par nos confrères de France Bleu, Béarn Bigorre. Ouais, le score est assez lourd par rapport au match. En première mi-temps, on a joué un peu trop bas, même s'il y a un fait de match qui est important, c'est le pénalty sur Myron. On a revu les images, il y a pénalty, donc à 0-0 à la 6e minute, donc ça peut changer le scénario, même si on ne va pas se cacher derrière cette décision, parce qu'on aurait dû avoir les ressources nécessaires pour faire mieux que ça. On a manqué de maîtrise et on a trop reculé, on leur a laissé la maîtrise et on n'a pas été assez agressif. C'est pas qu'on n'a pas été assez agressif, on a trop reculé, quoi. Donc on a été rapidement mis en danger et le deuxième but nous fait mal sur un coup de pied arrêté, alors qu'auparavant on peut nous scorer sur coup de pied arrêté. Donc ouais, le scénario ce soir n'est pas en notre faveur, mais on est passé à côté, quoi. Au classement, Bordeaux est 7e, juste devant Pau qui est 8e. Lors de la 5e journée qui aura lieu ce week-end, Bordeaux recevra Auxerre samedi à 15h, tandis que Pau accueillera Rodez samedi au Noustecamp à 19h. Le national maintenant avec la 3e journée, les Chamois niortais ont concédé le nul à domicile face à Villefranche-Beaujolais sur le score d'un but partout. Niort 9e au classement qui se déplacera à Nancy vendredi soir lors de la 4e journée de national. Coup d'envoi de cette rencontre à 19h30. Le championnat de National 2 a repris ce week-end pour les 4 clubs de Nouvelle-Aquitaine, à savoir Libourne, Bergerac-Périgord, Angoulême-Charente et Trélissac. Un seul club néo-aquitain l'a emporté à l'occasion de cette reprise, à savoir Angoulême-Charente, qui est allé gagner à Paris 2-1. Les 3 autres formations de la région ont concédé le nul sur le même score de 2 buts partout. 2-2 entre Saumur et Libourne, entre Romorantin et Trélissac et entre Bergerac-Périgord et Blois. Bergerac-Périgord qui a pourtant mené 2 fois au score avant de se faire rejoindre à chaque fois. Le résumé de cette rencontre au stade de Campréal vous est proposé par notre correspondant Florian Sabatier. Début de cette première journée de National 2 entre le Bergerac-Périgord et le Blois F41. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les locaux qui se mettent en évidence sur corner, mais le gardien adverse saisit du cuir sans difficulté. Bergerac insiste sur une offensive côté gauche. Le centre trouve dans l'axe Elissalt qui reprend instantanément. Après une belle parade du gardien blésois Romain Escarpi se bat et parvient à conclure pour l'ouverture du score à la 18e minute de jeu. Mais les hommes de Cédric Angebar ne veulent pas se laisser faire et ne seront pas loin de revenir rapidement au score. Mais la défense bergeracoise fait bloc.
Blois insiste par l'initiative de Lucas Capou, ce qui oblige Pierre Laborde de réaliser une superbe parade. Les visiteurs continuent sur leur belle lancée avec un jeu léché à une touche de balle ou presque, sans toutefois trouver le chemin des filets. Ils continuent de pousser avec un Capou qui ne va pas trouver le cadre malgré une belle tentative. Dans tous les coups et sur une belle action de soliste, Capou va trouver au second poteau Hugo Relier qui égalise pour les siens à la 33e minute de jeu. Fin de ces 45 premières minutes avec une partie haletante qui réserve toutes ses promesses pour la seconde période. Au retour des vestiaires, le rythme va baisser légèrement d'intensité, mais Blois va se montrer à son avantage grâce à un Lucas Capou dans tous les bons coups. Le numéro 6 de Blois parvient à dribbler quasiment toute une équipe avant de buter sur un Pierre Laborde très vigilant. Mais Bergerac reste pragmatique et sur une belle percée d'Hicham Mlab, Romain Escarpit est trouvé et va parvenir à servir Moussa Fati pour le 2-1 à la 51e minute de jeu. Beaucoup plus en jambes, Fati perce sur son côté et va réussir à offrir un bon ballon au second poteau, mais la reprise passe au-dessus des cages adverses. Suite à un bon pressing, Romain Escarpit parvient à s'offrir un joli face-à-face, mais il manque de lucidité pour le conclure. À la 82e minute de jeu, sur un coup franc lointain, Arnaud Archambault inscrit une bombe assaut qui ne laisse aucune chance pour Laborde qui finit en pleine lucarne pour le 2-2 qui laisse exploser tout le banc de Blois. Mlab va essayer de réaliser un mimétisme mais le ballon finit juste à côté. Enfin, dans les ultimes secondes et sur une longue touche, Julien Charpentier va avoir l'intuition de lober le gardien qui réalise une belle parade. Dans la continuité, Charpentier est trouvé, centre, mais la tête de Zenoui passe juste au-dessus des cages. Fin de cette rencontre et les deux équipes se quittent sur un score nul de 2 buts partout. Quand tu mènes 2 fois au score et que tu fais match nul, forcément il y a de la déception. Je pense que c'était un match à notre portée, mais voilà, c'est comme ça. On doit se remettre au travail et continuer à avancer. Oui, c'est ça, il y a les situations avantageuses qu'on aurait pu conclure. On en a une en fin de première mi-temps de César Neto qui ne met pas au fond, une belle arrêt du gardien. Il y a celle d'Escarpit en deuxième période. Donc oui, on a eu des balles de match pour se mettre à l'abri, mais le foot c'est être efficace dans les deux surfaces. Voilà. Satisfait, oui, parce qu'on revient 2 fois au score. C'est une belle équipe de Bergerac qui avait en face. Après, je pense que chaque équipe aurait pu gagner. On aurait pu mener. Ils auraient pu mener aussi plus que ce qu'ils ont fait. Mais voilà, c'est un peu de regret quand même, parce que si on arrive à marquer le deuxième but à leur place, je pense qu'on serait resté devant. Maintenant, il y a ce que je dis, il y a eu des émotions dans ce match. Il y a eu beaucoup de courses, beaucoup d'intensité pour un premier match de championnat de la part des deux équipes. Donc c'est quand même un bon premier match de championnat. Bergerac-Périgord qui se déplacera à Angoulême vendredi soir pour un derby de Nouvelle-Aquitaine à l'occasion de la deuxième journée. Du côté des autres clubs, Trélissac accueillera Paris 13 Atlético. Il y aura la rencontre entre le FC Libourne et Avoine Chinon. Ce sera du côté de Chinon, ce sera samedi à 18h30. C'était également la reprise du championnat de National 3 ce week-end avec tout d'abord la poule B. Voici les résultats complets avec la défaite de la réserve du Pau FC du côté de Colomiers 2-0. C'était vendredi. Le nul 0-0 entre le Stade Bordelais et Blagnac. La défaite de l'Aviron Bayonnais à domicile face à Canet-Roussillon. Défaite 1-0. La victoire de Castanet sur le terrain de Saint-Paul Sport 1-0. La victoire en déplacement de l'US Lèche Cap-Ferré 2-0 du côté d'Argelès. Et puis la victoire de la réserve des Girondins de Bordeaux dimanche à 15h face aux Genêts d'Anglette. Victoire donc 2-1. Le Stade Bordelais a concédé le nul 0-0, je vous le disais, à domicile face à Blagnac en ouverture du championnat. Voici le résumé de cette rencontre. Un résumé signé de notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier.
Début de cette première journée de National 3 entre le Stade Bordelais et le Blagnac FC. Dès les premières minutes de la rencontre, ce sont les locaux qui se mettent en évidence avec une tentative sur coup de pied arrêté qui ne donne rien. Les Bordelais insistent sur le côté gauche cette fois-ci, mais la frappe de Gasparotto est déviée par la défense pour réellement inquiéter le portier adverse. Quelques instants plus tard, Gaëtan Lacroix essaie une frappe lointaine, mais Tobias Petit écarte le danger. Avant la pause fraîcheur, les visiteurs vont s'essayer sur un jeu à une touche de balle, mais la tentative acrobatique de Rémi Weiss va heurter légèrement le poteau avant de sortir. Sur un corner de la droite vers la gauche, Blagnac va heurter une nouvelle fois le poteau sans pour autant scorer. Belle dynamique, les Hauts-Garonnais vont tenter une frappe de loin qui ne va pas trouver le cadre. Très en vue, Yanis Tahiri va se défaire de son vis-à-vis avant d'effectuer un centre-tir qui trouve le poteau bordelais. Fin de ce premier acte où les deux équipes se quittent dos à dos sur un score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, le promu de National 3 va se montrer plus pressant. Sur une belle passe en profondeur, Rémi Weiss va buter sur le gardien avant de frapper hors cadre. Sur coup franc, Tahiri va mettre un ballon dans la boîte, mais la tête n'est pas cadrée. Le Stade Bordelais va réagir sur coup franc, mais le cuir est bien capté par Tobias Petit. Sur un nouveau coup franc, Gasparotto sollicite l'ultime rempart qui s'étend de tout son long pour écarter le danger. Enfin, Blagnac tentera sa chance sur une frappe en dehors de la surface qui ne trouvera pas le cadre. Fin de cette rencontre qui se solde sur un 0-0. Bon, il y a un peu de déception parce que c'est un premier match, on reçoit même si on n'est pas sur notre terrain. Et on a toujours à cœur de bien rentrer dans la compétition, faire une victoire, etc. Après, il y a un match à jouer, il y a une qualité d'adversaire. Donc voilà, je pense que sur l'ensemble du match, c'est un nul assez logique. Ils ont eu une bonne période en première, on a eu une bonne période en deuxième. Donc voilà, on va se satisfaire de ce point. Ça pouvait basculer d'un camp à l'autre dans les 10 dernières minutes, donc on va prendre ce point et puis voilà, on va continuer à travailler. Hold-up, non, peut-être pas, parce que à mon avis, le nul est logique, mais on a bien rivalisé, on avait un bloc assez compact et on a beaucoup de joueurs qui découvraient le niveau aussi. On est promu, il ne faut pas l'oublier, on a des jeunes joueurs qui intégraient l'équipe aussi depuis la prépa. Donc non, on est venu ambitieux et après, on était content de faire le nul sur la fin, oui. La bonne opération du week-end est clairement à mettre à l'actif de l'US Lège Cap-Ferré qui est allé prendre les 3 points sur la pelouse d'Argelès et ce malgré une infériorité numérique pendant près d'une heure après l'expulsion de Matteo Eper à la 22e minute. Pour parler de cette victoire et de la saison en général, nous accueillons notre invité du soir, c'est Philippe Ollier, l'entraîneur de l'US Lège Cap-Ferré. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe, même si on le sait, hein, le National 3 c'est un véritable marathon, c'est toujours intéressant de prendre un bon départ et ça a été le cas pour vous et pour vos joueurs parce que gagner à l'extérieur c'est jamais évident, qui plus est sans prendre de but. Voilà, on va être très très bien au niveau du départ, c'est sûr. On est dans la continuité de la préparation. Je trouve que voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire, on est resté sérieux, concentré et on a appliqué les consignes qu'on avait déjà bien travaillé depuis le début. Et voilà, donc ça a fonctionné, on est content. Surtout on était à 10 au bout de 20 minutes, mais ça nous a pas changé notre optique, on est resté dans nos consignes et puis ça a bien fonctionné. J'allais le dire, Philippe, les autres points positifs, j'en dénombre 2. Il y a effectivement cette donnée importante d'avoir réussi à tenir en infériorité numérique pendant presque une heure. Et puis, il y a aussi s'adapter au synthétique, même si vous avez l'habitude, on sait toujours que c'est le piège démarrer un championnat. On s'attend à la canicule, on a la pluie, et puis il y a le synthétique, c'est jamais évident de s'adapter. Alors c'est clair que ce déplacement a été vraiment une découverte pour l'ensemble parce que c'était le premier déplacement en bus, donc on n'avait pas fait, moi depuis que je suis entraîneur à Lège, en tous les cas on n'avait jamais fait, donc il peut toujours y avoir une petite euphorie un peu d'être tous ensemble dans un bus, mais au final les joueurs étaient, je trouve, très très concentrés et très sérieux, donc on a senti que le déplacement était très pro et très cadré, donc ça c'était top.
Après, on avait peur de tomber sous la canicule avec un synthétique qui chauffe les pieds parce qu'on sait très bien que quand il fait 35, il fait 40 sur le terrain. Donc là, on a trouvé une météo plutôt orageuse avec un temps agréable, on va dire, 21, 22 degrés, petite pluie fine. Donc pour le synthétique, c'était pas plus mal. Et pour nous, par rapport à ce déplacement, c'est vrai que c'est pas plus mal aussi. Après, tout le contexte, l'environnement, on ne connaissait pas. J'avais peu d'infos sur cette équipe-là aussi. Donc on est allé là-bas vraiment sur la pointe des pieds, découvrir un petit peu le contexte. Et on a pris franchement 15-20 minutes de découvrir, regarder, comprendre leur jeu, qu'est-ce qu'ils faisaient, qui étaient les meilleurs. Et puis au final, ce qu'on avait mis en place, on l'a bien appliqué. On a pris le temps de comprendre. Et puis après, on a commencé à imposer. Et malgré le fait de passer à 10 au bout de 20 minutes, on n'a pas changé puisqu'on est resté toujours dans la même tactique. Et ils nous ont pas gênés, pas perturbés. On a été sérieux et tous les joueurs ont vraiment eu un bon comportement. Et donc, je les félicite pour ça. Et c'est vrai que c'était pour nous un premier pas dans le championnat, comme tu dis, qui est très long. Et ce premier pas, sachant qu'on fait 2 matchs à l'extérieur pour les 2 premiers matchs, donc comme l'année dernière. Donc ça, c'est bien d'avoir pris ces 3 points. Et il faut pas oublier que le premier déplacement, on avait quand même des joueurs importants qui n'étaient pas là. Donc ça montre que le groupe est bien présent et c'est pas juste une équipe, il y a bien un effectif. Vous parliez, Philippe, du déplacement en bus. C'est aussi une donnée à prendre en compte cette saison, c'est qu'avec cette répartition et ces différentes poules, vous avez des longs déplacements à gérer dans le sud. Ça va être une donnée pour vous à prendre en compte, je suppose. Alors, l'année dernière, on était au milieu, puisqu'on allait du côté de Poitiers, du côté d'Anglette, tout ça, donc c'est vrai qu'on était bien situés. Cette année, on est à l'extrémité, donc oui, il y a 3-4 déplacements dans le sud. Et après, il y a les déplacements sur Toulouse. Donc, on est vraiment à l'extrémité. Donc, ça a été pris en compte parce que c'est vrai que on sait très bien que dans les clubs amateurs, souvent, moi le premier, on conduit les minibus une bonne partie du trajet. On est plusieurs, donc on fait un cumul de fonctions. Et c'est vrai que c'est usant déjà quand on fait 2-3 heures, surtout qu'on enchaîne le match, tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y a 6-7 heures de route. Donc on a privilégié sur 4-5 déplacements qu'on serait en bus et c'est vrai qu'on a bien vu que ça a vraiment aidé, les jambes étaient bien, les têtes étaient bien et nous les premiers et moi le premier, c'est vrai que j'avais pas de fatigue à part la fatigue de la route, mais la tête était bien et il n'y a pas d'usure mentale de par le déplacement, donc ça c'est vrai que le bus a une grosse... On le savait que cette année ça allait être depuis la refonte et on sait que la refonte va faire ça dans les prochaines années encore plus. Le championnat de National 3 redevient l'ancienne CFA2 avec des longs déplacements qu'on allait jusqu'à 7, Montpellier, Nîmes, tout ça. Donc voilà. On y retourne, mais je trouve que ça resserre les niveaux et ça donne un côté plus pro au niveau de la National 3. Le charme des longs déplacements, c'est quelle école du côté de l'Èche-Cap-Ferré? C'est à l'ancienne, ça joue aux cartes ou c'est nouvelle génération avec des jeux via les téléphones? Non, le bon point du bus, c'est comme tout le monde, c'est que on est tous ensemble. Donc les joueurs, au lieu d'être dans 3 minibus, ils sont ensemble et ils rigolent ensemble, ils jouent aux cartes ensemble, ils dorment ensemble. Voilà, tout est une fusion. On n'a pas fait vraiment de week-end cohésion parce que le groupe a vraiment bien pris d'entrée. Donc c'est vrai que ça, c'est le bon point de cette année, c'est que l'effectif a répondu présent, mais de suite dans le côté ambiance et vraiment ils s'apprécient tous et ça c'est vraiment j'ai eu ça là les années Villeneuve j'ai eu ça mais là j'ai l'impression que j'ai ça aussi donc c'est bien et ce déplacement je l'ai pris en rigolant en disant que c'était peut-être notre déplacement cohésion donc on en a 4-5 comme ça dans la saison donc c'est très bien, le groupe vit bien ensemble et le résultat tu sais très bien que quand tu fais un résultat le retour est encore plus plaisant surtout qu'on est arrivé vers 6h du matin donc ça fait des bons déplacements. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Justement, l'effectif, Philippe, il y a encore des trous dans la raquette ou vous êtes satisfait, vous qui êtes un bâtisseur et qui chaque année êtes obligé un petit peu de refaire le château de sable du côté d'Arcachon? Alors, alors c'est sûr que par rapport à la prise de fonction de l'Edge, où il a fallu restructurer pas mal de choses, et l'année du premier maintien, où tous les joueurs étaient partis, il a fallu rebâtir une équipe, comme tu dis, et avec une belle saison, comme on le sait, 64e finale et la 6e place. Et le bon point, c'est qu'on a eu peu de départs. Donc, on a réellement conservé, on va dire, une belle ossature, à part 2 joueurs, je crois, qui sont partis vraiment des joueurs cadres, type, on va dire. Donc ça veut dire que ça c'est un bon point et on a vraiment on a bien modulé un bon effectif et c'est vrai qu'entre le recrutement que j'ai opéré ou que le président a opéré
ou que des petits joueurs nous ont rejoints, qui ont fait des essais pour venir faire un essai pour la B. L'exemple de Bourama Dembélé qui vient de première division district, de Christophe Munoko, qui arrive de première division district, le joueur donc Kylian Castagnette qui vient des U19 nationaux en étant U18. Donc vous le savez, je suis un bâtisseur voilà, avec des joueurs qui ont des profils atypiques. Je suis pas obligé de prendre des joueurs de N3 ou de N2. Le club de Lège n'a pas les moyens de faire cette politique-là. Donc il y a un état d'esprit qui est très intéressant parce qu'il y a des joueurs comme Mathias Serin qui est quand même un bon joueur qui a joué un peu en Ligue 1, en Ligue 2 et qui était en National 2, National 3. Donc c'est un joueur qui nous rejoint aussi. Donc il y a si je prends il y a Pierre donc Pierre Lebrun qui nous rejoint qui a fait quand même 8 ans en National 3, capitaine de Vertou. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc on a vraiment recruté des profils qui se complètent bien entre le niveau correct atteint et un niveau à découvrir. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Encore une fois, l'effectif vit très bien. Et sur ce match-là, on le voit bien, ça répond présent. Et je le dis, je répète, il manque, par exemple, Tristan Lafont qui arrive de Cestat, capitaine défenseur. Il manque Abouya Godspower, qui est un joueur quand même assez clé dans cette équipe-là. Il manque Mathias Serin, qui va pouvoir jouer en 1er octobre. Il manque Thomas Louga, qui revient de sa blessure de l'année dernière à Port-Entre-Mer. Donc il y a vraiment un effectif qui est très intéressant et je trouve que tout le monde est dans l'esprit de la compétitivité interne. Et ça, c'est ce que je leur ai dit. Être compétiteur, c'est avant tout penser déjà à gagner une place, se taper la bourre entre nous, plutôt que de penser à gagner uniquement l'adversaire, faire mieux que l'adversaire. Déjà, faire mieux à son poste, c'est intéressant, parce que c'est ça qui soulève le côté pousser l'effectif vers le haut, et c'est ce qu'on a vu déjà dès ce week-end. C'est super intéressant. Et essayer de faire aussi bien que la saison dernière, parce que mine de rien, à froid, Philippe, elle était bonne. Cette saison, il y a la 6e place, il y a un parcours intéressant en coupe. Alors, il y a le petit regret, on était là avec NATV, c'est de perdre au tir au but la finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, surtout quand c'est à la maison. Mais à froid, Philippe, elle est pas mal cette saison dernière. Dans la continuité de la prise de fonction du club de Lège, je trouve que malgré, comme on a dit, la perte de pratiquement tous les joueurs sur le premier maintien, parce que les joueurs partaient à Libourne, à Poitiers, donc ça montrait que c'était quand même des bons joueurs, je trouve que la saison a été très bonne par rapport au recrutement qui a été quand même, faut pas l'oublier, on le sait, des joueurs de R3, R2, 19 nat la plupart du temps. Donc on est parti vraiment de très bas. On avait pris quand même 19 buts dans les matchs amicaux. Voilà, la saison, on l'a vécu, je leur avais dit, comme tu l'as dit, c'est une saison qui est longue. La Nationale 3, c'est long. Et en plus, on y a rajouté dedans la partie Coupe de France et la partie Coupe d'Aquitaine. Et c'est vrai qu'elle a été assez pleine. Et c'est marrant parce que la seule période où on n'a pas eu des matchs de coupe et qu'on a été dans le mode que championnat, c'est la période où on a fait 7 matchs sans victoire. Donc ça veut dire que l'équipe était vraiment dans l'esprit de rentrer dans les week-ends avec des matchs et n'a pas aimé quand il n'y avait pas de week-end match. Donc cette année, c'est vrai que l'équipe a, comme je l'ai dit, j'ai maintenu une équipe qui a fait ce parcours l'année dernière. Donc ça veut dire qu'ils ont cet état d'esprit compétiteur. Donc comme tu l'as dit, et moi je suis comme ça, c'est que je me mets toujours des limites, je me fixe des objectifs toujours très hauts. Pour moi, comme je le répète, un maintien, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. Donc je ne partirai pas dans l'idée de dire je joue à maintien, c'est pas ma philosophie. Moi, je suis là pour prendre plaisir, pour que les joueurs s'amusent et que les joueurs apprennent et se découvrent et progressent. Donc aujourd'hui, voilà, on s'affiche. Je dis pas qu'on joue la montée parce qu'on n'a pas les moyens de jouer des équipes qui ont 1 600 000, 800 000. Nous, on sait très bien qu'on a un budget et je pense qu'on est toujours le plus petit budget. On fait avec les moyens du bord. Mais quand l'état d'esprit est là, quand les joueurs sont motivés parce que l'ambiance est bonne et puis ma philosophie amène à ce que les joueurs aient cette philosophie-là d'aller taper la bourre à tout le monde et puis être le perturbateur du groupe, ça amène des fois et souvent, je trouve, c'est des belles saisons. Après, il y a toujours des problématiques sur une saison. Le but, c'est de limiter cette problématique. Donc voilà. Donc, on va faire au mieux pour faire mieux. Et en tout cas, ça a bien commencé, on le rappelle, victoire à l'extérieur à Argelès 2-0 lors de la prochaine journée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, deuxième enchaînement à l'extérieur avec ce déplacement du côté des Jeunets d'Anglet, une équipe que vous connaissez bien. Philippe, c'était d'ailleurs le dernier match de la saison dernière. Il y avait eu des petits regrets parce que vous aviez perdu. C'était une défaite un peu frustrante. L'objectif, là, ça sera quoi pour ce déplacement ce week-end ? Alors nous, l'objectif, déjà, je suis allé les voir jouer hier contre les Girondins, puisque c'était à côté. Donc la chance qu'on a, c'est que les Girondins reçoivent les équipes qu'on joue le week-end d'après. Donc ça, c'est un bon point. Ça permet d'aller observer.
parce qu'il n'y a plus la notion des feuilles sport, tout ça, qui permettait de faire un peu comme dans le monde pro, à observer par la vidéo les adversaires. Donc ça, c'est vrai que c'était une plus-value, qui n'y aura pas obligatoirement cette année. Donc du coup, on essaie de surveiller à l'ancienne. Comme tu l'as dit, on retourne dans un championnat à l'ancienne. Pour la vidéo, on fait pareil. Après, par rapport à Anglet, c'est une équipe qu'on sait très bien que c'est une équipe qui finit toujours dans les 2-3 premiers, qui a toujours son jeu dans le 3-5-2, c'est toujours le même entraîneur. Voilà, la philosophie du Pays Basque est toujours là présente. Malgré ça, voilà, c'est vrai que c'est un petit derby. C'est une équipe qui lâche rien, donc il faut être vraiment prêt à aller au combat, au duel, aller chez eux. L'année dernière, c'était le premier déplacement qu'on avait fait chez eux avec l'équipe qui était vraiment délicate pour nous, et au final, on avait tiré un match nul. Donc là, oui, on y va. Clairement, il faut prendre des points. On sait très bien qu'il y a encore cette année 3 descentes, plus le moins bon, je dis pas de bêtises, je crois que c'est les 5 moins bons 11e qui descendent sur 11 groupes. Donc là, on sait très bien que le petit point pris à domicile ou à l'extérieur sera toujours important sur la finalité. Comme je te l'ai dit, Anglet finit toujours bien la saison. On l'a vu l'année dernière. Nous, on a perdu l'année dernière le dernier match, mais c'était pas simple parce que il y avait la finale, on était sauvés, donc tout ça, la motivation, c'est pas simple toujours. Maintenant, Anglet jouait un peu une montée malgré tout l'année dernière, en attendant peut-être des sanctions sur des choses qui se sont passées dans le championnat, qui au final n'ont pas été appliquées. Et donc voilà, donc Anglet, la frustration peut-être de la saison dernière, il démarre par une défaite contre les Girondins. Ils auront à cœur de récupérer vite 3 points chez eux, surtout chez eux, parce qu'ils ont intérêt de prendre des points chez eux. Donc nous, le bon point, c'est qu'on a montré qu'on voyageait bien. Donc on va essayer de confirmer qu'on continue à bien voyager. Et puis voilà, Anglet, peut-être que c'est pas mal de les prendre au début, le temps que leur jeu se mette en place. Et nous aussi, de toute façon, confirmer, et puis aller prendre des points à l'extérieur. Donc ça veut dire pas obligatoirement fermer, mais être malin. Être malin, ça va être une donnée importante cette saison. Deux petites questions pour terminer, Philippe. Vous en avez parlé, les Girondins de Bordeaux, quand on est un si fin connaisseur du football comme vous, ça fait bizarre ou pas de les avoir dans la poule, à la réserve des Girondins? Alors le bon point, alors nous on les a joués en match amical le dernier match, donc j'ai vraiment bien aimé. Alors déjà j'ai bien aimé les joueurs du dernier match amical parce que ça m'a fait plaisir de retrouver l'état d'esprit que j'avais avec cette équipe quand j'étais au centre de formation, où on sentait qu'il y avait une philosophie club, en tout cas esprit de équipe un peu fanion quelque part, en étant même au centre de formation. Alors, il leur manque peut-être quelques joueurs d'expérience, mais la jeunesse est là et Erwan Lanuzel apporte ce côté formation, mais plus le côté équipe première. Donc, il y a un combat, ils l'ont montré hier contre Anglet, ça joue au foot, ça a de la technique, c'est des bons petits profils. Il y a un manque peut-être d'expérience, parce que c'est très très jeune, mais c'est une équipe qui sera là, et surtout avec Erwan, ils vont bien progresser, et ils seront bien pour moi dans les 4-5 premiers, en tous les cas, ils seront dans le haut de tableau de fin de saison. Donc là, c'est pareil, il va falloir bien répondre présent. Et très content de découvrir que les Girondins apportent une nouvelle âme dans cette équipe-là, parce que souvent, c'était une réserve de centre de formation, qui était une centre de formation, mais il y avait un manque d'état d'esprit, maillot, fanion, voilà. Et je trouve que là, avec Erwan, on a rajouté ce petit truc qui manquait, donc tant mieux pour lui, et puis je suis content pour lui. Maintenant, il faudra prendre les points là aussi quand même. Et on salue évidemment Erwan Lanuzel, le Basque qui a battu les Basques pour sa première ce week-end. On le salue. Dernière question, ça c'est plus à titre personnel. Philippe, où vous en êtes de vos projets perso? Parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un ouvert à beaucoup de choses. Vous réalisez des interviews très intéressantes. Vous avez Kitcom aussi le logiciel. Ça en est où tout ça, Philippe? Dites-nous un petit peu. Alors, ça avance très très fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quitté moi mon emploi de graphiste où j'étais chez le groupe Pichet depuis 19 ans. Donc c'était une grosse décision à prendre et donc je l'ai prise. Il y a des risques à prendre comme dans la vie, comme dans le foot. Voilà, il faut prendre des challenges et je suis un homme de challenge. Donc coach adjoint est passé payant depuis le 27 juillet et c'est très très bon le départ. Je savais que ça pouvait le faire, mais on a toujours le doute, comme toujours. Et aujourd'hui, beaucoup de clubs se sont inscrits, c'est passé payant. On était gratuit depuis quand même 15 ans. Moi, j'avais lancé le logiciel gratuit. Et c'est à 5 € par mois, donc c'est pas une grosse somme, qui est payable que uniquement dans la période où on se sert du logiciel, pas pendant la trêve estivale.
Et nombreux sont les entraîneurs et clubs qui ont pris donc l'abonnement. Donc ça, c'est génial parce que du coup, on va pouvoir continuer le développement. Et on a plein, comme tu le sais, d'initiatives et d'objectifs à faire. Sachant que là, par exemple, ce week-end, l'entraîneur que j'avais en face, en fait, est sur coach adjoint. Et donc, c'est top parce que du coup, je me retrouve avec plein de clubs de partout, pro, amateurs, même à l'étranger. C'est génial. Après, l'objectif, c'est de développer coach adjoint pour devenir le numéro 1 et le logiciel le plus complet du marché. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc l'avenir s'annonce très bon, donc j'espère que ça sera pareil pour le club de Lège. Le côté Kid Comme Foot, c'est un logiciel qui est tout nouveau, tu le sais, c'est des animations qui sont prédéfinies et ça n'existait pas. Donc c'est un logiciel qui a aujourd'hui, on est à 400 abonnés, donc c'est très bien pour un lancement. Maintenant, il faut bien cibler le tarif, que les clubs l'essayent. Donc on est en train de mettre en place une offre de lancement qui va être mise là dans quelques jours pour tous ces 400 abonnés, donc ça va être très intéressant. Le but, c'est que ça se développe aussi. Il faut vraiment aider les clubs à aller chercher de l'argent parce qu'il y a vraiment une problématique là-dedans. Moi, le premier, avec le club de Lège, on court après l'argent parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas assez de subventions, il n'y a pas assez d'aide. Et les problématiques des entreprises avec le Covid et autres ont fait qu'il y a de moins en moins d'aide. Et pourtant, les niveaux se restreignent. Les championnats sont de plus en plus compliqués, on le sait, on fait de plus en plus de routes, on devient vraiment des semi-pros et ça peut le faire encore 1 an, 2 ans comme ça, pourquoi pas, mais je pense que sur la durée, t'as pas le choix, il faudra basculer sur des finances plus élevées et un statut un peu plus avec des joueurs qui s'entraînent peut-être le matin, vraiment mettre un cadre parce que tu peux pas faire de l'amateurisme longtemps, c'est compliqué. Voilà. Et après, il y a toujours l'exercice de coude qui permet de faire des images 2D, 3D, animation. Ça, c'est toujours le logiciel le plus utilisé par les clubs pro, Ligue 1, Ligue 2, même Chelsea qui l'utilise. Donc voilà, on a plein de trucs comme ça. Ça continue et on est en train de faire une fusion de tout ça. Et le dernier, c'est Coach Live. Donc, tu l'as dit, c'est l'émission qui plaît énormément. Après, il faut encore une fois avoir du temps. Donc, comme on est 4 entraîneurs à faire l'interview, il faut que tous on se retrouve. C'est les entraîneurs qui sont en fonction. Donc, voilà, le prochain entraîneur, c'est Stéphane Lemignan qui va passer, qui est entraîneur de Concarneau en Ligue 2. Et c'est vrai que ça apporte une réelle plus-value. Et encore une fois, ma philosophie de tous mes logiciels et ma philosophie de tous les jours, c'est le partage d'expérience. Donc, partager pour qu'on progresse tous et qu'on apprenne tous des uns des autres. Voilà. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour pour aller surveiller tout ça parce que Philippe fait du gros travail à l'US Lège Cap Ferré, mais aussi en dehors. Et on remercie du coup Philippe d'avoir pris un petit peu de temps parce qu'on sait que le temps est compté chez Philippe. Merci beaucoup Philippe. Ouais, merci à toi en tous les cas et puis bonne continuation, puis bonne saison à toi aussi parce que c'est reparti. Ouais, ça y est, ça fait plaisir. On sent un petit peu le gazon et ça c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Philippe et on vous souhaite la meilleure saison possible du côté de Lège Cap Ferré. Ça marche, merci beaucoup. À plus. L'US Lège Cap Ferré qui enchaînera un 2e déplacement consécutif lors de la prochaine journée. Vous le voyez, ce sera du côté des Genêts d'Anglet. L'Aviron Bayonnais recevra Argelès. Le Stade Bordelais ira à Castanet. Saint-Paul Sport se déplacera sur la pelouse de Saint-Estève. Tandis que dimanche, opposition entre les 2 réserves de clubs professionnels. Pau d'un côté, les Girondins de Bordeaux de l'autre, match qui aura lieu dimanche à 15h. Toujours en National 3, mais cette fois dans la poule C. 3 buts partout entre Chambray et Chauvigny. Victoire 2-0 du Stade Poitvin du côté de Vineuil. La victoire à noter également pour Panazol, le club promu qui dimanche s'est imposé 3-1 face à Ouest Tourangeau. Grosse performance des joueurs de la Haute-Vienne pour leur grand début historique dans cette compétition. Voici le calendrier de la prochaine journée avec Chauvigny contre la réserve de la Berrichonne de Châteauroux. Châtellerault accueillera Vineuil. Le Stade Poitvin recevra le FC Vierzon. Ouest Tourangeau sera à domicile tandis que Panazol sera à l'extérieur sur le terrain du FC Chambray. Et puis il y aura 2 rencontres qui auront lieu dimanche. Enfin, dans la poule D de National 3, il y avait évidemment les clubs de Nouvelle-Aquitaine engagés ce week-end et défaite malheureusement pour la réserve des Chamois Niortais sur le terrain de l'US Saint-Philbert. Défaite 3-1 pour les 2 Sévriens, tandis que le club du FC Choré, autre club du district des Deux-Sèvres, s'est contenté d'un match nul samedi à 19h face au FC Chaland. Score final, 1 but partout. Le calendrier de cette poule D de National 3 avec les 2 clubs
des Deux-Sèvres. Les Chamois niortais recevront la réserve du stade lavallois. Ce sera samedi à 18h. Concernant Choré, il faudra se déplacer chez un des favoris de la poule. La réserve du FC Nantes, ce sera samedi également à 18h. Avant de passer à la Coupe de France, les résultats des championnats jeunes nationaux avec tout d'abord les U19 et le derby de Nouvelle-Aquitaine qui avait lieu samedi avec un coup d'envoi à 15h, score final 0-0 entre les U19 de Trélissac et le club du SA Mérignac. Les Girondins de Bordeaux, eux, ont perdu sur la pelouse du SCO Angers, défaite 4-2 dans un match absolument spectaculaire. Chez les U17 nationaux maintenant, la poule E avec la lourde défaite d'entrée de jeu pour le SA Mérignac qui n'avait pas un calendrier facile avec la réception de l'Olympique de Marseille, victoire 3-0 des Minots marseillais. Et puis il y avait également le duel entre les Girondins de Bordeaux et le club du Toulouse FC, un derby de la Garonne qui s'est terminé par une victoire girondine 3-1, tandis que sur le même score, le FC Marmande 47 s'est incliné sur le terrain de Montferrier, donc 3-1 également en défaveur du FC Marmande 47. Et puis dans la poule F, pour être tout à fait complet dans ce championnat U17 national, il y avait le match entre les Chamois niortais et le FC Nantes, défaite 2-0 des Niortais face au club Canari. Enfin, défaite également pour l'ES Sainte Football sur le terrain de Cholet, défaite 1-0 pour le club de Charente-Maritime. On passe à la Coupe de France. Ce week-end avait lieu le grand moment attendu par tous les clubs de l'Hexagone, le premier tour de la plus vieille des compétitions françaises. Parmi les affiches en Nouvelle-Aquitaine, le duel entre les Girondins de l'Entente sportive du Fronsadé et les Charentais de l'AMJ Montmoreau, un match qui avait lieu au stade municipal de Galgon et qui était suivi pour nous par notre correspondant Florian Sabatier. Notre club est tout récent puisqu'il a été créé, c'est une entente qui a été créée en 2018, donc ça fait 5 ans. Il regroupe tout le Fronsadé avec principalement les communes de Galgon. Ici, la lande de Fronsac et Villegouge. On a environ 350 licenciés. Donc voilà, une équipe qui vient de descendre en deuxième division, Senior A. Et puis voilà, après quelques bonnes petites équipes d'école de football, avec cette année, pour la première année, une équipe en 14 ligues. Oui, après bien sûr, il y a une reconstruction cette année avec un nouveau coach qui vient d'arriver, sa première expérience, qui sera épaulé par un ancien coach qui avait l'équipe réserve et qui était aussi coach de la première auparavant. Donc voilà, un groupe jeune, avec pas mal d'absents aujourd'hui dû aux vacances. Donc voilà, après, une équipe qui est au même niveau que nous, donc on espère faire un bon match. Ça va être très dur pour les autres milieux de terrain. Ça va être très très dur. Et vous aussi là, c'est vous les premiers défenseurs. Si vous n'êtes pas en marquage d'entrée, c'est mort. Vous avez un rôle très important. Vous, ce qu'on vous demande, c'est va-y, hein. C'est vous les pistons. Si vous ne faites pas ça, et que vous n'amenez pas offensivement, on ne pourra pas jouer. Début de ce premier tour de Coupe de France entre l'Entente sportive Fronsadé et l'AJ Montmoreau. Dès les premières minutes de la partie, la perche va être trouvée par Florian Bateau, mais sa frappe est captée en 2 temps par le gardien de but. Dans tous les bons coups, la perche s'infiltre dans la surface, mais est stoppée irrégulièrement. L'arbitre désigne logiquement le point de pénalty. En bon capitaine, Loïc Lafaille conclut l'offrande pour l'ouverture du score. Sur un corner de la droite vers la gauche, le S Fronsadé insiste et sollicite Michel Rebel qui doit s'illustrer avec 2 jolies parades pour garder les siens dans la partie. On se rapproche des dernières minutes de la première période et sur une mauvaise appréciation, Rebel ne se saisit pas du cuir, ce qui laisse à Boulet la possibilité de doubler la mise.
Les locaux insistent et sur un bon mouvement, David Labarrière va solliciter une nouvelle fois le portier adverse qui capte en 2 temps. Fin du premier acte sur un score de 2-0 en faveur de l'ES Fronsadais. Au retour des vestiaires, les hommes de Florent Martin vont appuyer sur l'accélérateur. Sur un mouvement éclair, Alex Laperche est trouvé dans la surface, mais sa frappe passe au-dessus des cages adverses. À force d'insister, Laperche sollicite une 1-2 avec Bateau qui attend son mouvement et profite de son appel. Le numéro 10 Fronsadais ne se pose pas de questions et réalise une belle frappe pour le 3-0. Montmoreau va réagir sur coup franc, mais Nobecourt trouve les gants du gardien. L'arrière-garde française parvient à s'en sortir. Sur une action anodine, Bastien Supio explique à l'arbitre qu'il a réalisé une main, mais Florian Bateau continue sur sa lancée et décale Laperche qui redonne le ballon à Bateau, qui enchaîne par une frappe bien lue par le portier de l'AJ Montmoreau. Les verts et noirs insistent et sur un bon ballon, Florian Bateau ne se pose aucune question pour inscrire le 4e but pour les siens. Montmoreau veut sauver l'honneur, mais sur un mauvais dégagement du gardien, Nobecourt va manquer sa frappe avec un corps beaucoup trop en arrière. Nous sommes dans les dernières minutes et sur un bon ballon dans la profondeur, Dorian Durcy est à la lutte avec un défenseur qui l'accroche. Après le duel, le numéro 8 tombe dans la surface, ce qui oblige l'arbitre de la rencontre à siffler un pénalty. Pierre Moine voit sa frappe arrêtée par le gardien de but. Mais dans la continuité, il va servir Faury qui s'infiltre dans la surface avant de remiser en retrait pour Durcy qui réalise un intérieur du pied qui trompe une 5e fois le gardien. Fin de cette rencontre et qualification de l'ES Fronsadais pour la suite de la compétition. Tout à fait, c'est ce que je leur demande, moi, dans l'esprit de d'abord jouer, de ne pas balancer les ballons et d'essayer de se trouver le plus rapidement possible, quoi, et pour aller le plus vite possible vers l'avant. Donc, pour limiter les touches de balle, de jouer en passe et d'aller très vite vers l'avant, ouais, tout à fait. C'est toujours intéressant d'aller chercher des équipes un peu plus haut pour rencontrer de belles équipes, quoi, et de mettre en place pour le championnat aussi, ça nous permet de rivaliser pour le championnat, quoi. Beaucoup de déceptions, mais on se tirait des balles dans le pied, on prend un but sur penalty à la 25e. Donc après, c'est dur de se remettre dedans. Moi, je fais une erreur de main en tant que gardien à la 40 et quelques. Donc après, on a la tête dans le guidon et trop de déchets techniques. Avec une équipe qui est bien en mouvement, après, le score, il reflète le match totalement. Large victoire donc de Fronsadais, on les félicite. Fronsadais qui sera présent au 2e tour. Parmi les autres scores fleuves de ce premier tour, le succès 6-0 du FC Husson-Hill sur la pelouse de l'US Chapelle-Vivier. Saint-Severin a écrasé Bourse-Franche-Chaput 6-0. Solignac a battu le FCCL sur le score sans appel de 7-1. Interbocage Football Club s'est imposé 10-0 sur le terrain de Monnier. Saint-Palais Sport a gagné aux Adjo 11-0. Le FC Occitane, habitué des exploits en Coupe de France, a écrasé la JS Chambonnaise 10-0. Et puis le match totalement incroyable du week-end a eu lieu au stade Paul Couvida avec un succès 6-5 de l'USA de Terrasson face à Saint-Germain. Bravo donc à tous les clubs qualifiés pour le 2e tour, et pour retrouver l'intégralité des résultats, vous allez sur le site internet de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine.
Toujours concernant la Coupe de France, mais cette fois chez les filles, le tour préliminaire aura lieu ce week-end. Parmi les affiches à retenir, la rencontre de samedi soir entre Saintes et Saint-Georges-Coteau. Montcoutan jouera dimanche face à Cerizay ou encore le duel des Jeanne d'Arc avec d'un côté Biarritz, de l'autre Dax. À noter que le club de Limoges-Landouge est déjà qualifié suite au forfait du club de Fontaine-le-Comte. LFNA TV numéro 105, c'est désormais terminé. Je remercie Florian Sabatier à l'édition. Merci à vous pour votre fidélité et à tous les clubs qui nous ont accordé du temps cette semaine. N'hésitez pas à partager et à commenter cette émission. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne semaine et n'oubliez pas le plus important, qu'il soit professionnel ou amateur, le foot, ça reste un jeu.